Bonjour à tous, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à cette émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous évoquons les défis qui bloquent le développement de Walungu. Nous sommes dans le sud Kivu. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau l'honorable Télésphore Bigabwa. Il est élu de Walungu. Je me répète encore, c'est dans le sud Kivu. Honorable, bonjour. Ouais, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci de l'invitation aussi. Première question, vous venez fraîchement de vos vacances parlementaires à Walungu. Est-ce que nous pouvons savoir la santé actuelle de votre base? Je viens fraîchement du territoire de Walungu, qui est ma circonscription électorale, là où j'ai été élu comme député national. La santé, je dirais qu'elle n'est pas tout à fait bonne. Pas tout à fait bonne parce que il y a énormément de problèmes qui se posent et qui n'ont pas de solution jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de problèmes sont anciens et ils restent non résolus jusqu'à aujourd'hui. Depuis que nous avons été élus jusqu'à ce jour, les problèmes persistent. Quel type de problème, par exemple? Je dirais, d'abord, je vais dire que je suis parti spécialement pour l'enrôlement. Donc, je me suis fait enrôler. J'ai visité plusieurs bureaux d'enrôlement. J'ai constaté que ça s'est déroulé très bien. Assez bien, je dirais. Il y a quelques petits problèmes d'approvisionnement en carte d'électeur, mais que l'on arrive à résoudre sans perdre énormément de temps. Il y a également les problèmes qui m'ont été posés par les agents qui travaillent concernant leur paiement. Nombreux me disent qu'ils sont payés en francs congolais avec les billets de 20 000 qu'ils ne savent pas utiliser au village. Il y a le problème des policiers qui assurent la sécurité, la sécurisation de l'enrôlement. Il y a beaucoup de policiers qui sont sans uniforme, des policiers sans matricule et des policiers qui, je ne sais pas s'ils ont été recrutés quand, mais en tout cas, qui se plaignent qu'ils n'ont jamais été matriculés et qui ne sont pas payés par l'État. Donc il y a quelques problèmes de sécurisation. Bon, à part ce problème-là, donc le reste se passe bien. Les machines, certes, ça prend beaucoup de temps pour enrôler une personne, 30 à 40 minutes, mais le temps imparti est quand même assez suffisant pour qu'on arrive à bout de l'enrôlement, parce que quand je suis passé, on avait déjà enrôlé plus ou moins, à la date d'aujourd'hui, il y a plus ou moins 80% des lecteurs qui sont déjà enrôlés. Il reste à peu près 20% pour les 3 semaines qui restent. Je pense que ça va aller, les gens seront enrôlés. Nous sommes déjà à environ 290 000 enrôlés sur à peu près 350 000 attendus. Je crois qu'ils vont y arriver et donc ça se passe quand même bien. Ça se passe bien, vous avez parlé beaucoup plus de l'enrôlement des électeurs et d'autres problèmes sociaux qui sont, que vous avez pu énumérer à Walungu. Le problème le plus important, c'est la pauvreté. Les gens, en tout cas, ils sont dans une pauvreté incommensurable. Les terres ne produisent plus assez. Et il y a les maladies qui ont attaqué les plantes. Je dirais que pour la population de Walungu, leurs ressources de base, c'était d'abord leur économie familiale, était basée sur le bananier. Et les bananiers sont tombés malades. Et comme cela ne suffisait pas, le manioc est tombé malade, parce que c'est l'aliment de base aussi, les foufous de manioc. Et le manioc est tombé malade d'une maladie que l'on appelle mosaïque, et cela dure depuis plusieurs années, et il n'y a pas de solution adéquate pour résoudre ces problèmes. Il y a également le problème des routes de dessert agricole.
Les routes de dessert agricole, quand vous passez, les gens se débrouillent tant bien que mal pour mettre des petits morceaux de bois sur les passages où il devait y avoir des dallots. Il y a des morceaux de bois qui pourrissent très vite, les gens tombent dans les rivières. Il y a la chaussée elle-même, donc les routes de dessert agricole. Le problème de caniveaux, le problème de saignées, le problème des fossés longitudinales qui ne sont pas entretenus. Au fait, il n'y a personne qui s'occupe des routes et cela rend difficile le déplacement des gens, cela rend difficile le commerce, cela rend difficile les échanges et cela rend difficile la vie des habitants. À part ça, il y a également le problème de santé. Bon, il y a des centres de santé qui avaient été installés, c'est bien, ça aide, mais il y a beaucoup de problèmes dans les centres de santé, problèmes d'équipement, problèmes de médicaments. Il y a également un problème d'ambulance pour la liaison entre les centres de santé et les hôpitaux, parce que les centres de santé ne savent pas traiter beaucoup de cas. Quand il y a une femme dont l'enfant se présente en longitudinal, ils ne savent pas la faire accoucher. Il faut l'évacuer vite vers un hôpital où elle peut subir une césarienne et il n'y a pas d'ambulance pour ça. Je vais vous dire que quand j'arrive dans ma circonscription, c'est mon véhicule qui sert d'ambulance. Je suis appelé chaque jour 5-6 fois par des centres de santé différents. Oh non, il y a urgence honorable, il faut nous envoyer vite le véhicule. Donc il y a un problème sérieux d'évacuation des malades vers des centres de santé vers les hôpitaux. Bon, nous avions reçu il y a quelque temps un lit d'accouchement pour plus ou moins une centaine de centres de santé et c'est totalement insuffisant. Nous recevions avant, nous les députés, quelques médicaments quand on partait en vacances. Ça soulageait un peu la population. Mais depuis qu'on a changé de ministre, ces médicaments ne sont plus remis aux députés. Bon, je voudrais peut-être en passant remercier le ministre de l'enseignement primaire et secondaire qui vient de mettre à notre disposition un certain nombre de matériels didactiques que nous nous apprêtons à acheminer vers la base. Ça va aider, mais je prie beaucoup le ministre de la Santé de ne pas oublier la population qui est à l'arrière-pays. Bon, il y a plusieurs autres problèmes. Il y a le problème de paiement des infirmiers qui travaillent dans les centres de santé. Ils sont impayés depuis qu'ils sont infirmiers. Il y a le problème des enseignants. Vous savez, au village, la présence de l'État, c'est l'enseignement. C'est surtout l'enseignement. Et beaucoup d'enseignants ne sont pas payés. Ils sont non payés, NP, non payés. Et ça pose énormément de problèmes, ce qui conduit à faire payer aux parents des frais pour pouvoir aider tant que faire soit payé les enseignants qui sont impayés. Et les parents étant devenus très pauvres, il y a beaucoup d'enfants qui n'étudient plus aujourd'hui, qui sont restés sur le tapis, sur le carreau. Ils n'étudient plus parce que leurs parents n'ont pas d'argent. Et c'est un problème très sérieux. Voilà autant de problèmes que vous évoquez qui secouent le territoire de Walungu. Depuis, je crois, bientôt 5 ans, vous avez fait des va-et-vient à Walungu dans le cadre de vos vacances parlementaires. Les mêmes problèmes persistent. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Je crois que le problème principal, c'est la répartition des ressources sur le plan national. Il y a un sérieux problème de répartition des ressources sur le plan national. Je pense que nous, en tant qu'Assemblée nationale, on fait le budget, mais pour dire vrai, je crois que l'exécution des budgets ne suit pas ce qui se fait au niveau de l'Assemblée. Il y a ce problème-là. Vous me direz que vous êtes chargé de contrôle, mais vous savez, il y a combien de députés? Il y a 500 députés. Et chaque fois qu'on introduit une interpellation ou une question orale, vous êtes à 300, 400 à introduire des questions comme ça. Ça devient assez compliqué de suivre tout le monde. Donc il y a un problème de répartition de revenus national. Par exemple, le programme des écoles qui avait été initié par le gouvernement antérieur. Bon, c'était dans notre circonscription. À part une seule école qui a été construite, il n'y a pas 2 écoles qui ont été construites.
Mais les autres écoles sont très vieilles et sont en état de délabrement assez avancé. Heureusement qu'il y a quelques ONG qui essayent d'aider. Mais en tout cas, il y a ce sérieux problème de répartition de revenus national. La gestion du budget de l'État ne suit pas en tout cas la population là où elle se trouve. Les administrateurs de territoire eux-mêmes, ils sont impayés depuis qu'ils sont affectés là-bas. Je ne sais pas comment l'État peut envoyer des gens dans un travail et les oublier complètement. Ils n'ont ni véhicule, ils n'ont rien pour se déplacer et ils ne sont pas payés. Donc comprenez que les tracasseries commencent à partir de là. Il y a également pour la population, ce que la population redoute actuellement, c'est la police de roulage. Il y a plusieurs barrières pour partir de Bukavu. C'est juste que dans le territoire de Walungu, il y a à peu près 40 km. Mais sur les 40 km, vous avez 4 barrières de policiers de roulage qui confisquent les motos, qui confisquent les véhicules des gens, qui exigent des amendes de 100 000 francs. Donc les gens se sentent vraiment très très tracassés. Les gens se sentent vraiment secoués. Et les gens pensent que l'État, au lieu de les aider, l'État, il leur sert vraiment de tracasseurs, quoi. Alors, vous voulez me dire que les taxes, les impôts sont bien mobilisés et qu'il n'y a pas la rétrocession, parce que vous dites qu'il faut bien faire la répartition de... Bon, je ne sais pas m'avancer sur ce dossier de rétrocession, parce que quand on discute avec les administrations sur le plan provincial, ils disent qu'ils remettent quelque chose au chef des collectivités. Mais quand on rentre dans les collectivités, il est très difficile de trouver les traces de ce qui s'est fait avec l'argent qui est remis. Peut-être qu'il y en a, mais qui s'effacent trop vite, je ne sais pas. Il faut peut-être demander que le gouverneur puisse voir comment suivre de près l'exécution des tâches qu'il donne aux chefs de collectivités. Mais il y a aussi le problème le plus criant, bien sûr. Nous sommes dans le XXIe siècle. Pour développer une entité, il faut de l'électricité. Et presque tout le territoire est dans l'obscurité. Il y a beaucoup de ménages qui n'ont pas d'eau. L'accès à l'eau est très difficile. Et puis il y a des femmes, je vais vous dire, dans une localité où je suis passé, on m'a dit que la dame, après avoir été au marché, elle doit se faire accompagner par son mari pour aller chercher de l'eau. Et ils ne reviennent que vers 23 h quand tous les enfants dorment déjà. Et le mari dit il faut des lampes torches, il faut des trucs pour accompagner sa femme chercher de l'eau à la rivière à plus ou moins 10, 15, 20 km de la maison. Donc il y a un problème d'eau qui se pose, un problème d'addiction d'eau. Il y a un problème d'électricité, il y a tous les problèmes vraiment qui empêchent. Vous voulez nous dire que parmi les problèmes, il y a le manque de courant. Est-ce que la régie des eaux, la SNEL sont inexistantes à Walungu? Bon, la régie des eaux, je dirais oui. Je n'ai pas aperçu une trace de la régie des eaux dans le territoire. La SNEL, oui, il y a une ligne qui passe par le chef-lieu du territoire, mais qui donne le courant, je crois, quand il y a de la chance, au chef-lieu du territoire. Ils ont le courant 2 à 3 heures par jour, entre 2 heures et 3 heures du matin. Tous les autres temps, ils n'ont pas de courant. Donc, il n'y a pas de courant du tout. Mais le courant qui existe aujourd'hui, dans une petite partie du territoire, c'est justement la microcentrale que nous avons érigée, que nous avons construite, et qui fournit le courant à la population 24 heures sur 24, mais c'est une toute petite frange de la population. Donc il faudrait que le gouvernement ou les autres opérateurs économiques qui le peuvent puissent aider la population, parce que les rivières existent et les potentialités existent. Il suffit de les transformer. Donc l'énergie potentielle et l'énergie hydraulique existent. Mais il faut les transformer maintenant en électricité pour pouvoir aider la population. Vous voulez dire que la SNEL est incapable de fournir l'électricité à tous les territoires de Walungu?
Non seulement à tous les territoires de Walungu, mais dans le chef-lieu où la SNEL est implantée, la ville de Bukavu. La ville de Bukavu n'est pas éclairée, il n'y a pas de courant. Vous avez les gens qui ont le courant par hasard, c'est vraiment le courant est tout à fait alternatif. C'est-à-dire qu'il arrive quand il veut, il part quand il veut. Donc il n'arrive même pas à maîtriser la ville. Et pourquoi? Bah ça, je n'ai pas fait des investigations. Je n'ai pas fait des investigations pour savoir pourquoi. Mais quand nous on était enfants dans la ville de Bukavu, il y avait toujours la lumière, il y avait l'électricité dans presque tous les ménages. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Alors, vous n'avez pas convoqué le directeur provincial de la SNEL pour savoir pourquoi votre province n'est pas éclairée, pourquoi votre territoire ne l'est pas encore? Ben, écoutez, le directeur provincial il dit qu'il ne répond pas des députés nationaux, il répond des députés provinciaux. Donc ils disent allez poser la question à la direction générale de la SNEL à Kinshasa. Nous attendons discuter avec la direction ici. Vous avez dit que vous avez pu mettre en place ou ériger une microcentrale. De quelle capacité Ben, conformément à la loi, on est autorisé à produire 60 kW sans demander les autorisations. Là, c'est le régime de liberté. Conformément à la loi qui a été promulguée par le chef de l'État il y a 3 ans, tout citoyen peut produire l'électricité dans son village jusqu'à 60 kW. Là, il n'a pas besoin de demander les autorisations parce que les autorisations, les demandes et tout ça pour des capacités plus élevées, c'est une autre paire de manches. C'est là si on veut faire la commercialisation. Mais pour aider la population, 60 kW, c'est en train d'aider une bonne partie de la population. Il y a à peu près 3 centres de santé qui sont branchés déjà. Il y a un hôpital qui est branché. Il y a également un centre commercial qui est branché. 2 centres commerciaux qui sont branchés. Il y a les moulins pour transformer le maïs en farine. Et ça aide la population. Et là, c'est à vos propres frais? Oui, effectivement, c'est financé par moi-même, avec des moyens de bord. Avec des moyens de bord, vous avez pu ériger une micro-centrale. Qu'est-ce que vous bénéficiez, vous, en faisant tout ça? Vous vous souvenez de la parole de pape Jean-Paul II? Il disait que le partage réjouit. Le bonheur ne vient que du partage. Vous ne pouvez pas être heureux sans partager. Donc même si vous avez 50 francs, si vous les consommez vous tout seul, rassurez-vous que ça ne vous donnera pas le bonheur. Mais quand vous partagez avec 5 personnes et que vous consommez 10 et que vous donnez 40 aux autres, rassurez-vous que votre bonheur sera plus grand. Donc nous essayons avec tout ce qu'on peut trouver comme moyen, avec la chance que Dieu nous a donné, nous, d'étudier par rapport aux autres qui sont restés au village. On nous a envoyés aux études. Nous avons eu la chance, nous, de faire des études techniques. Je suis ingénieur civil et cela me permet d'aborder plus facilement les questions techniques, ce qui a permis que je puisse réaliser ce travail et mettre l'électricité à la disposition d'une partie de la population. Et la capacité de votre microcentrale ne peut-elle pas aller au-delà de votre secteur où vous l'avez fait parce que c'est justement pour respecter la loi? Bon, si nous avons, avec la puissance de l'eau qu'il y a sur la rivière où nous avons tiré les courants, nous pouvons aller jusqu'à 200 kW. Et je crois que nous allons y aller. Mais cela nécessite un peu plus de moyens. Il faut le temps qu'on réunisse petit à petit les moyens pour augmenter la capacité. Mais il faut vous dire que la rivière ne passe pas que dans une contrée. Il y a plusieurs rivières. La capacité, disons, le potentiel énergétique du territoire de Walungu, c'est de l'ordre, c'est plus de 100 MW. Il y a des rivières qui peuvent produire plus de 100 MW. Tout le monde peut avoir le courant. Avec un peu de bonne volonté, les microcentrales, ce n'est pas excessivement cher. Hein, parce que ce travail que nous avons réalisé, ça nous a coûté à peu près 350 000 $. Donc si on peut réaliser un travail comme ça dans chaque groupement,
eh ben, au bout de 16 ans, nous avons, tout le monde peut avoir l'éclairage. Les gens peuvent avoir les jeunes peuvent avoir la possibilité d'apprendre des métiers modernes, l'informatique, la soudure, la mécanique auto, la mécanique générale. Les jeunes peuvent apprendre des métiers nouveaux et être plus rentables et créer, et ça peut créer la richesse. Ça peut créer la richesse, consommer le chômage et mettre tout le monde au travail. Parce qu'aujourd'hui, les écoles dans notre circonscription, elles sont, en général, ce sont des écoles pédagogiques. Bon, pédagogiques, pourquoi? Parce que j'ai demandé, ils me disent, non, quand on fait scientifique, on n'a pas les professeurs de mathématiques, on n'a pas les professeurs de physique, on n'a pas des gens qui ont fait ces sciences-là, qui viennent au village. Hein, ils ne sont pas au village. Nous, on forme les pédagogues. Mais les pédagogues, après avoir reçu leur diplôme d'État, ils restent chômeurs au village. Et ça crée vraiment des problèmes. C'est ça qui crée plus ou moins l'insécurité partout. Les gens sont au chômage après leurs études. Ils ne savent rien faire après. Alors, vous avez brisé les monopoles qu'avait la SNEL avec la loi sur l'électricité. Et vous avez ouvert les capitaux, vous avez voulu qu'il y ait d'autres investisseurs dans les secteurs. Et pourquoi ça n'arrive pas? La loi, il y a 3 ans, parce que la loi est passée par notre commission au niveau de l'Assemblée. Ouais. Bon, je suis de la commission aménagement au niveau de l'Assemblée. On a travaillé avec le ministère de l'Énergie, avec toutes les personnes concernées par l'électricité. On a produit la loi. La loi a été appréciée au niveau de l'Assemblée nationale. Elle a été promulguée par le chef de l'État. Depuis lors, il n'y a pas de mesures d'exécution de la loi. C'est ça qui bloque l'arrivée des autres opérateurs sur le marché. On devait créer l'organe de régulation. Ça n'a pas été créé. On devait, en tout cas, cette loi-là permet qu'il y ait énormément d'investissements dans le domaine de l'électricité au Congo. Mais on ne peut pas comprendre pourquoi les différents ministres qui se sont succédés, il n'y a pas les mesures d'application de la loi. Ça doit être fait par le gouvernement. Et ce n'est pas fait jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le problème. Alors, vous pensez que vous allez faire pression sur l'actuel ministre de l'Énergie, qui est d'ailleurs votre collègue, qui pourra mettre en place les mesures d'application pour favoriser ou permettre que les investisseurs viennent? J'ai déjà rencontré le ministre. Et je pense qu'il m'a dit qu'il a créé une commission qui a commencé à travailler sur le dossier. Mais le problème de ces ministres actuels, c'est qu'ils ne savent pas leur mandat est de combien de mois. C'est ça le problème, parce que le gouvernement, tant qu'il n'a pas la stabilité, il est très difficile qu'ils se mettent à faire des choses qui leur demandent plus de temps qu'ils ne savent pas avoir. Nous ne savons pas combien de temps ils vont rester, mais il m'a dit, il a la bonne volonté. Il m'a dit qu'il s'attelle à ça. Je vais encore le rencontrer au courant de la semaine pour savoir s'il y a un avancement. Et si nous pouvons donner un coup de pouce pour que les choses avancent. Alors, vous êtes député élu de Walungu, vous avez pu penser à vos électeurs en érigeant cette microcentrale. Pour tous les territoires de Walungu, il en faut combien pour que tous les territoires soient électrifiés? Si vous pouvez élargir le champ jusqu'à parler de l'ensemble du pays, des microcentrales telles que vous l'avez fait, qu'est-ce qu'il faut exactement faire? Bon, écoutez, moi je dis que le potentiel énergétique est de plus de 100 MW. Donc on peut produire le courant environ 100 MW. On peut même exporter le courant à partir. Avec 100 MW, ça peut prendre combien? Quel espace? Parce que nous ne sommes pas des techniciens. Quand vous parlez 100 MW, il faut expliquer, ça peut prendre quel espace avec 100 MW? Ben, avec 100 MW, s'il ne s'agit que d'éclairage par exemple, ça peut vous éclairer presque une province, hein, si vous ne parlez que de l'éclairage. Mais si vous parlez de l'industrie, ça fait quand même une bonne partie du pays qui peut être industrialisé. Donc le courant qui est produit,
si on arrivait à produire les 100 mégas dans le territoire de Walungu, ça ne servira pas seulement au territoire de Walungu, ça servira au territoire de Kabare, ça servira au territoire de Mwenga, ça servira au territoire de Chabunda, et une grande partie servira à la ville de Bukavu. Oui, il y a des usines qui manquent cruellement le courant, comme la Pharmakina et la Bralima. Il n'y a pas de courant. Et si le courant venait à être fait dans ce sens-là, il y aura de nouvelles unités de production et il y aura une création énorme de travail. Alors, vous avez créé une microcentrale de 60 mégawatts ou kilowatts? Kilowatts. Alors pour arriver à 100 mégas, il faut ajouter peut-être combien d'argent? Parce que avec 60 kilowatts, vous avez dépensé 352 000 dollars pour arriver à 100 mégas. À 100 mégas, je ne vais pas évaluer. Ça dépendra de chaque site. Hein? Le coût dépend de chaque site. Donc, il faut faire des évaluations, il faut faire des études. Donc, on ne peut pas avancer comme ça un chiffre ou extrapoler par rapport pour dire le coût du kilowatt, c'est 350 divisé par 60, hein, ce qui fait à peu près 60, ça fait à peu près 6 000 dollars le kilowatt. Non, la production, non, on ne peut pas faire ça. Parce que tout dépend du site. Il y a des sites difficiles, il y a des sites faciles. Et puis, tout dépend du transport. Parce que le problème, c'est même pas le grand problème, c'est pas seulement la production. C'est le transport qui coûte plus cher pour l'électricité. Faire une ligne de haute tension coûte plus cher que faire une microcentrale. Nous, par exemple, on a produit 60 kW, mais nous avons construit une ligne de 6000 mètres. La ligne de 6000 mètres coûte plus cher que la construction de la microcentrale. Donc, vous voyez, ça dépend de là où vous voulez amener le courant, du travail que c'est destiné à faire. Donc, il faut une étude pour pouvoir faire une évaluation. Alors, donc, vous pouvez nous rassurer qu'avec les différentes rivières éparpillées à travers la République, trouver du courant, c'est très facile pour la RDC. Non, la RDC, c'est un pays béni. C'est un pays béni de Dieu. Parce que presque, si vous regardez l'hydrographie du Congo, chaque province a suffisamment d'eau. Toutes les provinces ont de l'eau au Congo. Et quand vous avez de l'eau, l'eau c'est une énergie hydraulique. Mais c'est en même temps une énergie potentielle. Bon, il suffit que l'eau tombe et ça produit de l'énergie. Donc le Congo c'est un pays béni, il faut le gérer. Il faut maintenant que la bonne volonté soit mise en œuvre pour que le pays puisse décoller. Il n'y a qu'avec ça que le Congo peut décoller. Mais jusqu'à aujourd'hui, apparemment, ça ne semble pas encore émouvoir les décideurs. Mais il faut que les décideurs comprennent qu'il faut qu'ils mettent l'argent à la disposition des Congolais. Nous formons chaque année des ingénieurs à l'ISTA. On forme des ingénieurs capables de conduire ce genre de métier, de travail à l'ISTA, à la faculté polytechnique. Hein? Nous avons la faculté polytechnique de Kinshasa. Nous avons une faculté polytechnique à Lubumbashi. Nous avons l'ISTA à Ndolo. Nombreux sont dans la ville de Kinshasa en train de rien faire. Il faut mettre l'argent à leur disposition et leur demander de travailler. Il faut les regrouper et leur donner du travail. Ils peuvent éclairer la République sans faire recours à la main-d'œuvre extérieure. Ils peuvent fabriquer même les turbines dans le pays ici. Nous avons des jeunes gens qui sont outillés pour fabriquer les turbines, pour fabriquer les alternateurs, pour fabriquer des régulateurs. Ils apprennent ça à l'ISTA, à la faculté polytechnique, ils apprennent ça. Donc nous avons les gens qui techniquement sont capables d'aider la République. Il faut maintenant un peu de bonne volonté pour mettre à leur disposition les moyens, les réunir d'abord, les regrouper. Et comme on est en train de le faire maintenant avec l'association congolaise des ingénieurs, hein, on est en train de... Maintenant, c'est une loi qui va passer, je crois, pendant cette session à l'Assemblée nationale, hein, parce qu'elle a déjà été reçue en plénière. Maintenant, on va l'étudier dans la commission. Nous sommes en train de chercher à rassembler la totalité, l'ensemble des ingénieurs dans une corporation unique
hein, pour pouvoir leur demander de prendre en charge leur pays. Mais évidemment, cela nécessitera aussi une bonne volonté des décideurs qui devront mobiliser les moyens pour ça. Mais nous nous mettons au travail pour que ça avance. Alors, les courants qui est distribué par votre microcentrale est gratuit ou on paye quelque chose? D'une manière générale, le courant, il est gratuit. Il est gratuit. Le courant, je vous ai dit qu'il sert dans les centres de santé, il sert dans les hôpitaux, il sert dans les églises, les paroisses catholiques et protestantes. Et une partie du courant sert justement à transformer le manioc et le maïs en farine. Là, vous avez dit, c'est où exactement? J'ai dit que la microcentrale est située à Tcherano, dans le territoire de Walungu. Alors, une petite partie de l'électricité sert à l'éclairage pour le centre de santé et pour certains hommes de métier, puisqu'il y a des réparateurs de radio, de téléphones, il y a quelques vendeurs de boissons, il y en a qui ont des forgerons, des gens qui réparent, qui ont aussi des moulins privés, des trucs comme ça. Bon, donc ça aide aux soudeurs qui fabriquent des fenêtres. Combien de personnes à peu près? Globalement, à la date d'aujourd'hui, les bénéficiaires, à la date d'aujourd'hui, je peux dire qu'il y a à peu près dans les 40 000, 30 000, 40 000 personnes qui sont bénéficiaires. Vous l'avez fait pour aider, partager, comme vous l'avez dit, ou bien vous l'avez fait pour des intérêts électoraux? Je ne crois pas que c'est pour les intérêts électoraux, parce que tous les députés, si chaque député faisait ça pour un intérêt électoral, mais le Congo en bénéficierait énormément. Je crois que pour l'électorat, ce n'est pas les microcentrales qu'il faut faire, c'est cher. Parce que vous pouvez aller distribuer 1000 francs aux gens et vous faire voter. Et vous avez besoin pour passer, vous avez besoin de combien de voix? De 20 000 voix pour passer. Si vous donnez 1000 francs à chaque personne, sur les 20 000, vous avez, je ne sais pas, 2 millions ou 20 millions de francs congolais, vous pouvez passer député. Hein? Parce que beaucoup de gens pensent que ils peuvent avoir la représentation en donnant de l'argent. Mais ce n'est pas là le problème. Être député ou ne pas l'être, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir le plaisir, hein, d'avoir la joie d'aider les autres. Hein. Même en devenant député, avec l'argent qu'on vous paye, il faut le mettre d'une façon à la disposition de la population qui vous a élu. Et là, tous les députés devaient se mettre sur cette voie-là. Parce qu'il y a des craintes que, une fois n'est pas peut-être être élu, bon, les projets tombent. Mais alors que c'est un projet qu'il faut qu'il soit pérennisé, parce que ça aide la population. La réalité, c'est que je n'ai pas commencé quand je suis devenu député. Je dirais que moi, j'ai commencé l'adduction d'eau, par exemple, pour construire les sources et transporter l'eau d'un point à l'autre où les gens peuvent puiser facilement. J'étais en 3e année primaire. C'est quand nous avons fait notre groupe pour pouvoir apporter de l'eau près de nos mamans. J'étais en 3e année primaire et depuis lors ça a continué. J'ai continué à travailler. Je n'ai pas fait que ce travail-là parce que je suis devenu député. J'ai commencé ce travail d'aménagement de microcentrales par essai-erreur d'ailleurs. Si vous rencontrez un jour certains autres ingénieurs avec qui on a essayé de faire ce projet-là, comme l'ingénieur Kimbembe, vous connaissez, qui était à la présidence. Quand il était à l'office des routes, nous avons énormément travaillé avec lui à Tcherano, sur ces courants-là. À cette époque-là, nous n'avions pas réussi. Bon, mais au fur et à mesure qu'on travaillait, on a acquis de l'expérience et maintenant on a réussi à faire. Ce n'est pas que maintenant qu'on est devenu député, qu'on a commencé à travailler. Non, on travaille depuis avant d'être député. Et on continuera après avoir été député. Le 15 mars, vous avez
était à l'ouverture de la session ordinaire de mars. Vous avez suivi les discours, par l'erreur des deux discours, les discours du président Kengo, le président du Sénat, et les discours du président Obeminaku de l'Assemblée nationale. Alors, c'est une session qui s'ouvre sur une crise multiforme, politique, socio-économique, sécuritaire. Qu'en dites-vous? Comment pensez-vous soulager tant soit peu la population avec vos moyens constitutionnels? Bon, le président Kengo a dit un mot que j'ai retenu. Il a dit la situation, la crise. La population traverse une situation qui a atteint des limites insupportables. Donc, quand une situation atteint des limites insupportables, il faut s'attendre à une révolution ou à une rébellion. Bon, je ne sais pas. Nous avons suivi le président de l'Assemblée nationale qui a promis, enfin qui espère, c'est de l'espoir qu'il a émis, qu'au cours de cette session, on pourrait mettre en place, l'Assemblée pourrait investir un nouveau gouvernement. Nous espérons et nous attendons. Mais ce que le président Kengo a dit, même le président Obeminaku, tous, ils disent, ils plaident en faveur des élections au courant de cette année 2017. Lesquelles élections nous attendons tous. Parce que il n'est pas normal que dans un pays, tous les représentants de la population soient illégaux. Je dirais illégaux. Ils ont tous dépassé leur mandat. Le Sénat, n'en parlons pas. Les assemblées provinciales, c'est depuis plus de 5 ans. L'Assemblée nationale, au mois de mars, ici, vient de commencer un mandat qui n'est pas donné par la population. Ce n'est pas normal. Donc, il faut nécessairement aller aux élections. Bon. Maintenant, l'enrôlement, je vous ai dit que nous avons été au village, que l'enrôlement poursuit son bonhomme de chemin. Bientôt, ça va commencer du côté de Kinshasa, Congo central, Bandundu et la province orientale. Nous attendons, CENI avait promis de donner le résultat de l'enrôlement fin juillet 2017. Nous espérons qu'il y aura élection effectivement en 2017, mais beaucoup plus. Moi je les attends beaucoup plus en avril 2018, comme ça a été dit à la cité de l'OIA. Le reste là des politicailles, bon, la CENI, moi j'avais suivi son exposé à la cité de l'OIA, ne semblait pas être en mesure d'organiser les élections avant avril 2018. Je ne sais pas par quelle magie maintenant ils le feront avant la fin 2017. Mais quel que soit le temps que ça doit prendre, il faut qu'il y ait des élections. Il faut qu'on arrive aux élections. Parce que maintenant ici, on considère comme un véritable politicien dans ce pays toute personne qui parle bien dans les télévisions, qui parle plus que les autres, qui parle haut et fort, qui s'investit lui-même président de ceci, président de tel parti, président de tel rassemblement ou de telle histoire. Donc ça, ce n'est pas normal dans un État. Les gens doivent être élus, même ces présidents de parti, il faut qu'ils soient élus. Les présidents de rassemblement ou de quoi, il faut qu'ils soient élus. En passant, je voudrais quand même dire un mot sur notre frère qui nous a quitté le 1er février 2017. Hein, le président Étienne Tshisekedi. Je suis en train de ne rien comprendre que quelqu'un puisse nous quitter il y a plus de 40 jours, 45 jours, et qu'il ne soit pas enterré jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que nous cherchons sur la terre de Dieu ici? Quoi? Qu'est-ce que nous cherchons? Le pouvoir, l'argent, tout ça, ce sont des choses éphémères. C'est des choses qui vont passer. Il faut que les gens commencent à comprendre qu'un homme, c'est combien? 60 ans, 70 ans, 80, 85, 90 points. Et puis il est fini, il est parti. Mais pourquoi on ne comprend pas ça? Nous avons un frère qui nous a quittés il y a plus de 45 jours maintenant. Et on ne peut pas l'enterrer parce qu'il y a des batailles politiques.
parce que tel veut être tel veut plutôt être tel. Ce n'est pas logique. Ça doit être condamné. Il faut que les gens comprennent que ça, c'est une catastrophe. Donc nos esprits ont cessé d'être des esprits des hommes normaux. Nous sommes devenus des animaux. Et ça, je regrette. Si nous continuons à agir comme des animaux, rassurez-vous qu'un jour, des hommes normaux viendront prendre le pays pour le gouverner et faire de nous de nouveau des esclaves. Bien avant de terminer, je voudrais revenir sur un petit détail que vous avez évoqué plus haut là. Vous avez parlé qu'il y a des insectes qui ont attaqué les maniocs, les bananes à Walungu. Et quelle est la solution? Parce que je me dis, ça c'est pour provoquer une crise alimentaire. Quelle est la solution jusque-là? La vérité, jusque-là, personne ne prend ce problème-là à bras le corps. Nous avons l'INERA. Hein? Il y a l'INERA à Mulungu, à côté de Bukavu. J'ai demandé aux gens de l'INERA qu'est-ce qu'ils faisaient pour chercher une solution. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont aucun moyen pour pouvoir trouver une solution à ces problèmes. J'ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire, ils ont dit, et ils ont déjà posé des problèmes à Kinshasa, mais c'est depuis longtemps que Kinshasa ne réagit plus. Donc, je vous dis qu'on n'est plus tout à fait normal dans le pays. Les gens, on est en train de voir qu'on va vers la catastrophe et il n'y a personne qui s'occupe de ça. Le jour où on va se réveiller le matin pour dire tous les habitants du territoire de Walungu sont morts de faim, alors on va commencer à lancer des appels à la radio, à la télévision pour dire oh non, 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 il faut que l'ONU vienne, il faut que les ONG viennent aider la population. Maintenant, l'État, quel est son rôle? Il faut que l'État prenne ce problème-là à bras le corps et qu'il trouve des solutions. Et ça ne se fait pas. Il n'y a personne qui s'occupe de ça. Voilà, honorable Télésphore Bigabois. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre dernier mot? Bon, je voudrais d'abord saluer mes électeurs du territoire de Walungu, mes compatriotes qui habitent le territoire de Walungu. Je voudrais les rassurer que malgré que notre mandat soit terminé depuis 1 mois, nous allons continuer à les représenter comme ils me l'ont demandé, parce que j'ai posé la question aux électeurs quand j'étais en vacances et ils m'ont donné le feu vert pour continuer à parler à leur nom jusqu'aux élections prochaines. Je voudrais les remercier pour ça et je voudrais leur demander de faire toujours courage, de montrer toujours leur courage pour se battre pour survivre. Et je vais leur dire, je vais leur rassurer que nous allons faire des efforts pour essayer, suivant les moyens que nous pouvons avoir, pour diminuer les tracasseries qu'il y a sur les routes pour arriver dans leur ménage quand ils vont s'approvisionner en nourriture dans les marchés. Voilà, je remercie également la télévision qui m'a accueilli et vous, messieurs les journalistes, pour le temps que vous m'avez consacré et qui me permet de m'exprimer et d'exprimer les problèmes que ressentent mes électeurs en ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Télésphore. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. La suite au prochain numéro. Au revoir.